Kadour Haddadi est ici parmi nous au Village du Livre pour présenter son dernier ouvrage, son troisième. Donc après J'écris donc j'existe en 2012 et Néapolis en 2014. Donc aujourd'hui, Le cœur à l'outrage, édition Rive-Neuve, auquel vous êtes fidèle. Carte blanche à la fois avec des mots, mais aussi avec de la musique. Donc merci à tous les deux. Le cœur à l'outrage, c'est un plaidoyer contre la stigmatisation, contre la mise à l'écart, largement le grand mot de xénophobie. Bon. Donc c'est un livre qui a été écrit donc, au lendemain des attentats du 13 novembre, qui s'élève évidemment contre la barbarie terroriste et aussi contre la logique de l'état d'urgence permanent et tout ce qui a pu aller avec et qui a pu découler en termes, lâchez le mot, xénophobie, de peur de l'autre, d'enfermement. Il y avait par rapport à ces attentats deux manières de réagir. Il y avait celle qui malheureusement a été un peu la tendance et qui était portée par notre Premier ministre de l'époque, c'est la guerre, la guerre, la guerre, et puis enfermez-vous, et puis ayez peur, cette culture de la peur. Et en ces temps-là, c'est vrai que la peur était légitime pour tout le monde quand le terrorisme vient frapper à nos portes, jusque dans nos salles de concert, nous on est musiciens, donc on comprend ce que ça veut dire. Mais on ne devait pas se laisser dominer par ce seul sentiment. Il y avait plein d'autres sentiments qu'on pouvait aller chercher au fond de nous pour pouvoir faire front ensemble. Et l'idée c'était de se dire, se retrouver c'est ça l'urgence, être ensemble c'est ça l'urgence. Et dans ce monde où, voilà, si on prenait l'image un peu de cette tempête qui s'abattait sur nous, il y avait à la base de ce livre, il y avait cette citation de Sénèque que j'aime beaucoup. C'est la vie, ce n'est pas d'attendre que l'orage passe, mais c'est d'apprendre à danser sous la pluie. Donc voilà, c'est une invitation à danser ensemble sous la pluie. On peut dire ça comme ça. Merci. Alors donc, ce livre, c'est l'histoire d'Elsa et de Mohamed. Elsa et Mohamed, ils se retrouvent dans un de ces cafés d'un quartier populaire le soir du 13 novembre. Et c'est comme ça que commence le livre. Ils sont nés. Ils sont nés tous les deux une nuit de novembre dans les bras l'un de l'autre. Ils sont venus au monde un de ces jours maudits dévastés par la peur. Et la terre un instant aurait tellement aimé retenir son souffle et puis ne plus tourner. Et le temps, même lui, doit se sentir coupable de ne s'être arrêté. Ils sont nés à Paris un vendredi 13, dans un petit troquet au coin d'une rue calme d'un quartier populaire. Ils sont nés entourés de quelques gens tranquilles, des gens sans histoire, d'illustres anonymes, des Parisiens. Oh, pas de ceux que vous croiserez de jour ou à la nuit tombée sur les grands boulevards ou sur les Champs-Élysées, non, des gens modestes, comprenez. Certains, il y a longtemps, ont vu le jour dans cette ville, d'autres sont venus d'Asie, d'Afrique, d'Europe de l'Est ou du Sud, où tout que l'on puisse venir quand on n'est pas né ici. Des êtres humains, probablement eux-mêmes enfants, parents, ancêtres ou descendants d'exilés, de migrants. Sédentaires ou voyageurs seulement de passage. Le cri des nouveau-nés, l'avez-vous entendu? Au milieu du fracas, des milliers d'autres cris et des vides en éclairs et des éclats de vie, seront-ils nés pour rien? Auront-ils un répit? Une deuxième chance? Un autre rendez-vous? Au-dessus d'une table, entre les verres, les assiettes et les téléphones portables, leurs coudes s'étaient posés, leurs mains s'étaient croisées, et tout comme leurs grands yeux ne pouvaient se quitter. C'est alors qu'ils pensaient, chacun sans le dire, que la nuit serait longue à n'en jamais finir. D'une minute à l'autre, ils quitteront les lieux. Dans les rues de Paris, puis sur les quais de Seine, ils marcheront un peu. Ils rejoueront la scène de ces deux drôles d'oiseaux qui se croisent le monde, et qui courent et qui volent et qui piaillent de rire. Et puis après peut-être, si le cœur leur en dit, s'ils trouvent un bel endroit, un beau plancher en bois, et puis un bel orchestre, de la bonne musique, ils s'en iront danser.
tard dans la nuit, ils rentreront chez elle, ou chez lui, peu importe. Ils ne s'arrêteront pas sur le pas de la porte. Amants fous, amants fleurs, ils s'aimeront des heures. Ils s'aimeront encore aux premières aurores. Et le croissant de lune et l'étoile du matin s'endormiront alors. Leurs cœurs battront si fort, et leur souffle bruyant pourront-ils entendre? Le monde va mal, et les oiseaux rêveurs feraient bien de trouver très vite un autre ailleurs, une autre planète pour voir leurs amours naître. Oui, monsieur, oui, madame, croyez-moi, ils sont nés d'une façon soudaine, tous deux prématurés, projetés sur le sol, l'un tout contre l'autre. Ils sont nés à Paris, une nuit de terreur. Oh non, Paris n'est pas le centre du monde, et la vie et la mort ont élu domicile un peu partout sur terre. S'ils avaient pu choisir, seraient-ils nés la veille du côté de Beyrouth? Alors en fait, donc Elsa et Mohamed s'aiment d'un amour fou, s'aiment d'un amour tendre, et ce sont tous deux de grands férus de poésie. Et Mohamed, ils se rencontrent à Paris, à la faculté, dans des études de lettres qu'ils font tous les deux. Et Mohamed se trouve un petit travail dans une boutique avec un nom très particulier. Un jour, il passe devant cette boutique, il y entre, et il devient amoureux de ces lieux et se dit, tiens, c'est vrai que j'aimerais bien y travailler un jour. Alors, Mohamed ne fait rien comme tous les autres, donc il va envoyer sa lettre de motivation, mais comme lettre de motivation, il va envoyer un poème. Alors Mohamed rêve un jour d'écrire, de publier. Il rêve même, il a la folie des grandeurs, vous savez, d'être au panthéon de la grande littérature, de la grande poésie française, de voir son nom affiché aux côtés des plus grands, Aragon, Apollinaire, Prévert, Baudelaire, Mohamed Gouja. Voilà, ça fait rire les gens. Et ce rire-là même lui donne une force, une motivation qui lui permet de faire des choses folles comme cette lettre de motivation. Il y a au coin de ma rue une petite boutique, chaleureuse et accueillante, créative et bouillonnante, improbable et déroutante, incroyablement surprenante. Son histoire, je vous la livre, c'est vrai qu'elle ne manque pas de sel, elle est de celle qui vous enivre, de celle qui vous ensorcelle. Quand Paris est sous la brume, quand il pleut, quand il fait froid, quand j'ai mal à mon stylo plume, quand mon crayon reste de bois, je sais qu'il y a un endroit où il fait bon passer le temps, tourner les pages du bout des doigts en chuchotant du bout des lèvres. L'épicerie des poètes. L'épicerie des poètes. En voilà un drôle de nom. En voilà une drôle d'idée pour qui voudrait se sustenter. Pas de quoi se remplir la panse, est-ce donc un drame? Abreuver et nourrir son âme, ce n'est pas si mal quand on y pense. Une pincée de rêve en grand, 2, 3, 4 bouteilles en verre, des récits jetés à la mer, quelques paquets de mots futiles, quelques pieds sous la lampe à huile, et des biscuits de poésie à grignoter toute la nuit. Oui, le poète est une espèce en voie de disparition. Et l'épicier, lui, subit la loi de la grande distribution. Tous les deux s'étaient écrits un beau matin, se sont alliés. Et l'ami, ça te dirait de devenir mon associé? Ils se sont tapés dans la main, et ici même, vous le voyez, sans attendre leur lendemain, leur nouvelle vie a commencé. À l'épicerie des poètes, pour 3 sous, que l'on soit sobre ou que l'on soit sous, on peut s'enivrer sans fin, enfin, s'abreuver de mots fins, délicatement choisis pour leur beauté, soigneusement triés, 1000 fois pesés, des mots qui parlent, des mots qui chantent, des mots malins qui jamais ne s'en mêlent. Non mais de quoi je me mêle? Oui, c'est vrai monsieur, je vous l'avoue. Je m'y rends parfois discrètement à pas de loup, et j'erre l'air de rien dans les rayons. J'ouvre un bouquin, je m'assure qu'il n'y ait personne à l'horizon, et je pique. Oui, je pique des mots-clés, des vers et des idées. Je pique des histoires entières.
pas plus tard qu'avant-hier. Je pique et je picore, ce n'est pas bien, oui je le sais, mais n'est-ce pas Lavoisier qui disait que rien ne se perd et rien ne se crée? Puis-je vous livrer un secret? À l'épicerie des poètes, me croirez-vous, un jour de grande tempête, j'y ai croisé un homme fou. À ce chapitre de sa vie, il nourrissait l'ambition de réciter des poésies et de chanter des chansons. Monsieur est un rêveur, monsieur est un artiste. Oui, monsieur est un rêveur, et je ne crois pas en vérité que le rêve soit proscrit. Le rêve, c'est là tout ce qu'il nous reste. Non, les mots, monsieur, il nous reste les mots. Un mot, c'est gratuit, un mot, c'est donné à tout le monde, et pourtant, un mot, un seul, peut vous coûter si cher. Les lettres, non, pas les lettres de noblesse. Les belles, les merveilleuses, les imprudentes, enchanteresses. Des lettres pour tout le monde, des lettres grandes ouvertes. L'encre, il nous reste l'encre. Non, pas celle qui nous attache, pas celle qui fait tache ou qui nous fait ombrage. Non, l'encre du voyage, l'encre qui nous amène sous d'autres cieux, l'encre qui te dessine, toi, l'encre de mes yeux. Le papier, il nous reste le papier. Pas le petit billet vert, bleu, jaune, gris, selon la mode ou le pays. Non, la page vierge, qui ne demande qu'à parler, qu'à recevoir et qu'à donner. Petite lettre à grandes ailes, soyez toutes les bienvenues. Vous qui venez de si loin, vous qui en avez tant vu, posez-vous, mesdemoiselles, quelques instants dans mon refuge. Donnez-moi des nouvelles du ciel, de la lune et du début. Et puis, il nous reste les livres. Ceux qui nous prennent et nous enlèvent quelques instants par-ci, par-là, loin de la loi du marche ou crève, et qui nous disent « Assieds-toi et lis un peu. Arrête-toi, ouvre les yeux et vois le monde tel qu'il n'a jamais été, tel qu'il n'est plus ou tel qu'il n'est pas encore. » Oui, à l'épicerie des poètes, vous trouverez un peu tout ça, et puis qui sait, un jour peut-être, croyez-moi autant que j'y crois, vous pourrez lire ces quelques vers signés Mohamed Bouja. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce livre est un essai philosophique. Non, excusez-moi. Il est trop modeste pour dire ça, parce qu'ici vous allez rencontrer beaucoup de gens qui font des essais. Monsieur HK, lui, il a fait une réussite. Avec des cartes, hein, ça fait 20 ans que je le connais, c'est la première fois qu'il dit un truc gentil. Et donc voilà, il y a dans ce livre des grandes théories philosophiques qui font date dans l'histoire de l'humanité, je pense qu'on peut le dire. Ah oui. Même si pour l'instant elles restent très largement incomprises du grand public. Alors il y a la théorie notamment du il y a toujours un mais. Voilà. Puisque Elsa et Mohamed s'aiment d'amour fou, je vous le disais, mais il y a toujours un mais, voilà, dans ces histoires trop parfaites pour être vraies. Il y a toujours un grain de sable qui vient mettre son petit grain de sel. Bien sûr, tous les mais ne sont pas inutiles. Il y en a des importants, des nécessaires, dès lors qu'ils mettent l'accent sur des valeurs qui nous sont chères. Je vous aime, mais je ne peux me résoudre à fréquenter une femme mariée. Il y a des mais insurmontables, incontournables, irrémédiables. Je vous aime, mais je suis gay. Il y a des mais pour la forme, pour le principe de dire mais. Je vous aime, mais je vous aime. Il y a les mais printaniers, les mais du mois de mai. Il y a les mais répétitifs. Mais oui, je vous aime, mais oui, mais... Dans le cas présent, vous aurez remarqué que le mais répétitif est doublé d'un mais sans suite. Charge à l'interlocuteur de deviner ce qu'il y a derrière ce mais. Il y a des mets sucrés, des mets gourmands. Je vous aime, mais j'en aime aussi une autre.
d'aimer introspectif. Je vous aime, mais je me pose des questions sur moi, sur vous, sur nous. Avons-nous réellement pris le bon chemin au bon moment? Ne croyez-vous pas que peut-être... D'aimer truculent, d'aimer succulent, tout autant que des sucres lents. Je vous aime, mais je vous en prie, prenons notre temps. L'aimer d'enfant. Mais Il y a le mais contenu et fair-play relevant d'une certaine éducation. mais dis-moi, chérie, qui est donc cette charmante jeune fille entièrement nue dans notre lit? Il y a le mais qui n'a peur de rien, façon cascadeur sans filet. Mais chérie, je te le jure, je ne la connais pas. Il y a... Il est souvent suivi, ce mais, par un autre qui vient de la bouche de ses soi-disant amis. Mais je te l'avais bien dit que ça finirait mal. La liste des mais pourrait être infiniment plus longue, mais je pense qu'il est temps maintenant de vous parler d'une autre grande, immense théorie philosophique. Attention. Non, n'applaudissez pas parce que là, c'est vraiment... Ouais. Vous applaudirez après. Accrochez-vous, il va falloir suivre. Voilà. Pour les moins érudits, faites attention. C'est... Petit échauffement. Vous a-t-on déjà parlé de la théorie du épimerde? Non, apparemment. Ah, peut-être, je sais pas. Le épimerde est une sorte de bulldozer de la pensée. Un truc pas très fin, ni très subtil, et somme toute assez radical, mais un truc qui parfois, utilisé à bon escient, peut vous sauver la vie. Tenez, pour prendre un exemple tout à fait tordu, imaginez que vous soyez de nature à avoir le vertige. Et que malgré cela, ne me demandez pas pourquoi, vous avez pris l'avion ce matin. Pas un avion de ligne, non. Plutôt un avion militaire. À 6000 mètres d'altitude, pas le bol. Le moteur chauffe, les hélices s'enrayent, c'est la panne sèche. Distribution de parachutes, vous voilà au bord du vide. Là, généralement, vertige ou pas vertige, vous criez. Et puis... Et vous sautez. Le épimerde, il faut bien le dire, comporte tout de même certains risques. Vous venez donc de sauter courageusement dans le vide, très bien. Il vous faut maintenant ouvrir ce putain de parachute de merde. Évidemment, vous n'aviez pas pris le temps de lire la notice, c'est ballot. Vous voilà maintenant en chute libre à une vitesse approximative de 100 mètres par seconde. À ce moment précis, il ne vous reste que deux options. Soit vous cherchez à comprendre, vous enferrant dans des questionnements du genre... Mais comment ai-je fait pour en arriver là? En refaisant le fil de votre journée, parfois même de votre vie, dans l'espoir de retrouver la trace du satané moment où tout a basculé, en ressassant, en radotant, bref, en broyant du noir. Ou alors, foutu pour foutu. Vous balancez à nouveau en vous décidant à profiter de vos dernières secondes, en contemplant la vue, le monde vu de là-haut. La mer des nuages, Les merveilleux paysages, le soleil couchant, la lune naissante à l'autre bout du ciel. et puis le doux frisson du vent sur votre peau. Là, face à ce spectacle merveilleux, touché par la grâce de l'instant, vous pourriez même finir par en oublier le caractère inéluctable de cette chute et vous exclamer dans un dernier sourire. Waouh! C'est génial! Voilà résumé en quelques mots cette fameuse théorie du épimerde. Un lâcher-prise s'exprimant soudainement à un moment critique de notre existence. Nous faisons alors comprendre que nos peurs de toujours, nos questionnements sans fin, Nos tiraillements obsessionnels et tous ces principes que l'on a toujours cru ancrer en nous de façon immuable sont en réalité des choses très relatives. Je me suis levé un matin, sombre jour de l'existence. J'ai levé la voix et le poing, quand la règle était le silence. J'en ai vu monter dans des trains, partir dans un brouillard immense. Je ne pouvais être ni complice ni témoin, je suis entré en résistance. Une voie pavée d'espérance, peuplée de femmes et d'hommes debout. Un choix comme une évidence, entre potence et corps de cou. Je suis revenu de si loin, je rends grâce à mon étoile. La mort m'a oublié en chemin, à Dora et à Buchenwald. 93 ans, je peux croire que ma fin n'est plus très loin. 93 ans, voici ma mémoire. Prenez-en le plus grand soin. L'indignation, obstinément, dans un monde au garde à vous. Soyez de ceux qui marchent contre le vent, mes amis. Indignez-vous, indignez-vous. Indignez-vous.
étoiles, entendez-vous? Pensez-vous donc qu'aujourd'hui, les motifs de soulèvement nous manquent, quand nos propres vies sont à crédit, sous la dictature des banques? L'argent commande aux actionnaires, eux-mêmes commandent aux présidents, qui ordonnent aux gens ordinaires d'exécuter bien gentiment toute cette nourriture invendue. Jetez-la donc à la poubelle, et au-dessus du tas d'ordures, versez-moi 10 litres d'eau de javel. Voilà le monde qui est le nôtre, absurde, cruel et sans pitié, jusqu'à ce que frappe à notre porte ce maudit seuil de pauvreté. Les droits de l'homme mis en jachère, vendus en portions individuelles, quand la crise alimentaire s'éternise devant l'éternel. Mais miracle, quand des milliards sont trouvés dans la seconde pour sauver le roi de l'or et tous les banquiers de ce monde, indignez-vous, indignez-vous. C'est un vieux monsieur qui vous parle, du haut de son étoile, entendez-vous? Indignez-vous, indignez-vous. C'est un vieux monsieur qui vous parle, du haut de son étoile, entendez-vous? Nos chaînes sont certes moins visibles qu'au sombre temps de l'esclavage, mais nos esprits sont plus possibles. Qu'ont-ils fait de notre héritage? Compétition à outrance, amnésie généralisée, produit de consommation de masse pour une jeunesse anesthésiée. Il est grand pour mes amis de rallumer enfin les étoiles qui ont guidé toute sa vie. Ce vieux monsieur qui vous parle, lui j'ai été cet Arménien, je suis toujours ce juif allemand, je suis le peuple palestinien, la justice est mon seul camp. Soyez citoyens sans frontières, que ces peuples qui se soulèvent, contaminer la terre entière, de vos révoltes et de vos rêves. Indignez-vous, c'est votre droit, et en mémoire de tout cela, qui meurt encore de ne pas l'avoir, ce droit est de fait un devoir. Indignez-vous, indignez-vous. C'est un vieux monsieur qui parle, du haut de son étoile, entendez-vous?